Bonjour madame, et puis bonjour, et puis merci pour l'intérêt manifesté à ma personne. Merci beaucoup pour cet entretien. En tout cas, merci. Au prélude de Maître Loulou, dites-nous quels indicateurs permettant de parler d'un début de sortie de crise. Bien sûr, quels obstacles majeurs freinent encore le retour définitif de la paix et aussi les populations ressentent-elles déjà un changement sur le terrain pour parler de cette toute première question qui nous égorge bien sûr sur la sécurité en République démocratique du Congo en ce jour. Bon, moi je pense que le vrai problème, ou soit l'indicateur qui pouvait facilement nous pousser à croire que réellement la paix revient, d'abord, c'est la paix elle-même. La paix se constate. Nous allons constater la paix. Nous n'allons pas dire que la paix, nous la voyons directement, mais nous allons la constater par nos comportements, par notre façon de réagir face à l'autre, et aussi par cette volonté de vouloir nous mettre tous ensemble pour trouver cette solution. Mais quant à la crise qui nous oppose entre nous et les Rwandais, moi je pense que ce qui est important pour que nous puissions parler de la paix, ou soit des retours de la paix, c'est d'abord la confiance mutuelle. Nous devons d'abord commencer par recréer la confiance. Parce qu'à un certain moment, je sens qu'il n'y a pas la confiance. Nous avons un sentiment de nous rejeter des responsabilités et aussi nous avons cette facilité de nous attaquer mutuellement, de responsabiliser l'autre. Je pense que ça ne peut pas nous permettre de dire, de croire que la paix peut revenir. Donc voilà moi ce que je pense, c'est-à-dire le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est l'indicateur qui va peut-être nous pousser à croire que la paix est revenue. Voilà. Merci. Alors, Maître Loulou, quel rôle la diplomatie du président Félix Tshisekedi joue-t-elle dans la recherche de la paix, bien sûr? En quoi cette diplomatie se distingue-t-elle des approches précédentes? Et aussi, a-t-elle permis déjà de briser les silences ou l'indifférence internationale? Ou encore, quels sont les résultats concrets peut-on déjà observer? Bon, la meilleure diplomatie, moi, je pense que ça se passe dans les calmes, dans les silences. C'est la vraie diplomatie. Donc, je pense que nous devons éviter d'exposer tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire au public, parce qu'il y a certains discours qui ne sont pas destinés justement au public. Raison pour laquelle on va vous dire qu'il y a certains présidents, je prends l'exemple de Mobutu, qui, s'ils devraient laisser les mémoires, je pense que ça va nous déranger aujourd'hui. Donc, il y a certains secrets qu'il faudrait garder. Cette diplomatie, je l'ai constaté, il faut que je sois honnête, même si je ne partage pas totalement les mêmes opinions politiques que Félix Tshisekedi. À un certain moment, quand Félix Tshisekedi avait commencé le travail, c'est-à-dire lors de son premier mandat, au début, juste au début de son avènement au pouvoir, il avait une approche. Et cette approche, j'ai remarqué, cette approche était bénéfique pour la République du Congo parce que nous étions un pays sorti de la guerre et lui, du moins, a été désigné, je ne sais pas par quel mécanisme, étant médiateur entre une crise survenue entre Ouganda et Rwanda, souvenez-vous. Lui, c'était le médiateur, co-médiateur. Et il est allé pour sa première fois à Luanda avec son homologue de Lorenzo. Ils ont pu réconcilier Yorini Museveni et Paul Kagame. Félix Tshisekedi, première fois président de la République, n'ayant pas une expérience politique, n'ayant pas une expérience diplomatique, parce qu'en tout cas, c'était 3 mois, 4 mois après qu'il ait prêté serment, il a fait en sorte que les deux messieurs, Yorini Museveni et Paul Kagame, se réconcilient. Et au même moment, nous avons été attaqués par la Zambie, souvenez-vous. Nous avons été attaqués par la Zambie. La Zambie réclamait un territoire comme si ce territoire lui appartenait. Et nous tous, nous attendions que Félix Tshisekedi réagisse parce que l'armée rwandaise était venue occuper notre territoire. Mais il a dépêché les gens là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a convaincu le président zambien qui a retiré facilement son armée. Donc moi, je pense que c'est cette diplomatie-là qui devrait toujours appliquer aujourd'hui et je pense que ça pouvait peut-être payer. Voilà ce que moi je pense. Mais ce qui est, bon, je ne peux pas tout remettre à zéro parce que non, j'ai dit ce qui est bien, ce qui est bien, je dis, ce qui est mal, je dis. Donc, c'est cette diplomatie que nous devons vraiment opter, cette diplomatie de bon voisinage. Continuez à faire le bien, même si vous êtes en face de quelqu'un qui est
animer des mauvaises voix, continuent à faire Mais moi, ce qui est important, je voudrais tout simplement insister sur le fait qu'il y a certains discours qu'on ne doit pas tenir devant les gens. Merci. Comprendre la troisième problématique, les démarches diplomatiques actuelles peuvent-elles garantir une solution durable à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Les accords et engagements internationaux sont-elles réellement respectés ou alors réellement respectés? La pression diplomatique suffit-elle face aux groupes armés? Comment assurer le suivi et l'application de décisions prises, Maître Lilou? Vous savez, en matière de traité, accord, respect, traité, tout ça serait régi par la Convention de Vienne de 1969. Donc, on demande à ce que les gens qui signent, les partis qui signent les accords, les signent de bonne foi. Bon, il peut arriver que l'autre partie signe de mauvaise foi et que vous puissiez constater la violation. Il y a encore une procédure à suivre. On ne se plaint pas. On ne crie pas, on ne monte pas sur les toits pour crier. Mais j'ai dit, il y a une procédure prévue par la Convention de Vienne de 1960 qui veut que vous puissiez notifier l'autre partie, vous puissiez détailler sur la violation constatée et puis finalement vous mettez en demeure. C'est ça la procédure. Si vous sentez que la partie persiste, en ce moment-là, vous pouvez opter pour, n'est-ce pas, résilier, ouais, ou soit se désengager de cet accord. Mais ce qui est vrai ici, il faudrait d'abord qu'on retienne que du point de vue interne aussi, un accord doit respecter la loi interne. Et on doit se poser la question si cet accord avait respecté cette procédure qui veut que l'accord soit signé, parce que les gens confondent la signature d'un accord et la ratification d'un accord. C'est deux termes proches, mais en droit, c'est différent, parce que quand on signe un accord, c'est une expression initiale. Mais par contre, quand on ratifie un accord, c'est après avoir exprimé la volonté au départ d'accepter les textes et vous ramenez ces textes au niveau de la procédure qui veut qu'on puisse discuter au niveau du Parlement et finalement que les Parlements donnent ce que nous appelons la loi d'approbation et aussi vous puissiez, n'est-ce pas, prendre toutes les pièces déposées, ce que nous appelons les instruments de ratification. Donc, c'est très important de respecter ces accords et de cette procédure. Donc, moi, je pense que la pression pouvait venir quand nous sommes prêts à respecter nous-mêmes notre propre accord et que nous sommes aussi prêts à défendre que cet accord s'exécute de bonne foi. Et aussi, la Convention de Vienne rappelle que quand vous réclamez une violation de l'autre partie, il faut être aussi à mesure de prouver soi-même qu'on n'est pas fautif. C'est ce qui est important de comprendre. Merci. La quatrième préoccupation revient sur cette préoccupation. Comment concilier fermeté militaire et dialogue diplomatique sans compromettre la souveraineté nationale? Où se situe la ligne rouge à ne pas franchir dans le dialogue? La diplomatie peut-elle renforcer l'action militaire plutôt que l'affaiblir? Ou encore, comment éviter que le dialogue ne soit perçu comme une faiblesse? Lors d'un conflit ou soit d'une crise, moi je pense que ce qui est important d'abord, c'est les rapports de force sur le terrain. C'est ainsi qu'il est toujours demandé à toute partie de conserver ces rapports de force. Quand vous avez le contrôle de ces rapports de force, vous pouvez en ce moment-là imposer des lignes rouges, vous pouvez imposer vos desiderata, vos revendications. C'est ce qui est important. Alors, nous ne disons pas que la diplomatie peut affaiblir cette force sur le terrain. Non, nous ne disons pas ça. La guerre est déjà déclarée, vous êtes en pleine hostilité, vous êtes pendant les hostilités. Il y a toujours un canal qui est prévu pour qu'on puisse s'échanger pour avoir la paix. Donc la paix vient toujours après la guerre. Et quand vous allez, n'est-ce pas, obtenir cette paix, ou soit par la victoire, mais en tout cas, je n'ai jamais vu une nation rapporter la victoire et préserver la paix. Souvent, si vous remarquez toutes les grandes guerres, que ce soit Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, même celle que nous vivons au niveau du Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, même la guerre que nous vivons entre l'Ukraine et la Russie, il y a toujours ce côté réservé à la diplomatie. Donc, nous ne disons pas que dialoguer, parler, opter pour la diplomatie va affaiblir la force sur le terrain. On continue sur le terrain,
On continue à avancer, mais on garde un œil sur, n'est-ce pas, la diplomatie, et que cette diplomatie soit réellement une diplomatie objective qui doit régler les conflits en ramenant tout le monde vers un objectif pouvant permettre à ce que les deux parties reprennent la paix, parce qu'au départ, nous n'étions pas en guerre. La guerre est venue nous s'y prendre par rapport à un comportement, mais du moins, ce qui est important, il faut toujours privilégier ces échanges. C'est même la façon dont la première guerre a été, n'est-ce pas, a connu sa fin, et aussi même la deuxième guerre mondiale. C'est après, on va trouver des compromis, et puis finalement, après, on va maintenant trouver un mondis vivendi, comment est-ce que nous allons vivre après la guerre. Donc, la diplomatie a toujours sa place primordiale, et même les États qui sont en guerre aujourd'hui ont toujours des canaux par lesquels ils échangent. Voilà, je pense que ce sera la cinquième question. Quel message d'espoir peut-on adresser aux populations de l'Est qui attendent la paix? Concrètement, quelle garantie concrète, voulais-je dire, l'État peut-elle offrir aujourd'hui? Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer de leur côté dans la consolidation de la paix également? Comment restaurer la confiance entre l'État et la population affectée? Maître Loulou. La dernière question, c'est très, très importante quand vous dites comment faire pour recréer cette confiance entre l'État et la population. C'est vraiment c'est ce qui devrait être normalement le cheval de bataille pendant la guerre entre la population et ses autorités. C'est très, très important. D'abord, il faut recréer un cadre, il faut créer un cadre où celui qui estime être fort doit supporter les autres. Celui qui a la force armée, force de la police, force de la justice, c'est-à-dire la force à imposer une ligne aux autres, d'être peu conciliant, de savoir écouter les autres, aussi de laisser un espace d'expression parce que c'est important quand vous êtes en groupe et que vous avez un seul héritage, que le liquidataire, soit judiciaire ou soit le liquidataire désigné, ne se considère pas comme étant un roi face à ces sujets. Je pense que ça peut déjà nous donner une facilité d'échanger, d'être sûr que quand je parle, je ne serai pas poursuivi, d'être sûr que quand je parle, l'autre va me comprendre malgré mes faiblesses. C'est déjà un début de la solution. Parce que le Rwanda aujourd'hui est fort, c'est parce que le Rwanda puise, c'est-à-dire fait en sorte de prendre dans le lot de ceux qui sont filtrés. Là, il faut qu'on se le dise. Hein, il faut se le dire. Rwanda ne peut pas, Kagame ne peut pas aller prendre les gens qui sont du côté du président de la République sans ces derniers soient faibles. Donc la faiblesse peut aussi venir à partir de cette frustration. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un cadre. Ce que moi, je peux vous dire, ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de problème. Aujourd'hui, nous sommes face d'une seule rébellion. Mais hier, nous étions face à plusieurs rébellions. Et aujourd'hui, le gouvernement de Félix peut se frotter les mains parce que c'est comme si, bon, bien qu'ils disent que l'opposition a pété, moi je dis qu'il y a une opposition docile. Mais hier, nous étions en face de l'opposition interne, l'UDPS, qui était active, qui, du moins, nous reconnaissons, a fait un grand rôle pour déstabiliser, pour affaiblir les régimes de l'intérieur. Et aussi, nous avions eu 4 rébellions. Mais vous avez vu comment est-ce que la situation s'est réglée. Donc moi, je pense que la meilleure formule qui nous a rapporté une meilleure solution ne peut pas être mise à côté. Prenons cette formule, mettons-nous ensemble. Mais il faudrait que cela vienne du chef de l'État. Mais bon, voilà, les discours, le message que nous entendons aujourd'hui ne nous donne pas la possibilité. C'est ainsi, nous autres, nous avons préféré peut-être ou soit ne rien dire, ou soit chercher à dire qu'ici, ça ne va pas. Et quand nous disons ici, ça ne va pas, cela ne veut pas dire que nous disons ça va chez Nanga, non. Si du moins, à Kinshasa, il y a quand même des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont parlé, je ne sais pas si au niveau de là où contrôle Nanga, il y a des gens qui parlent. Donc ça aussi, c'est un élément important. En ce qui concerne l'espoir, je sais que comme la communauté internationale est en train de suivre maintenant, parce qu'hier, c'était l'agression. Ce n'était pas l'agression, c'était un conflit entre Congolais. Mais aujourd'hui, les États-Unis tapent le poing sur la table pour dire qu'ils ont les preuves que Kagame
c'est lui l'élément déstabilisateur en République du Congo. Je pense que nous avons dit que les démarches, les déclarations que certains Congolais ont faites sans que les gouvernements payent l'argent ont produit les fruits. Parce que j'ai toujours dit que au niveau de la communauté internationale, il faut toucher l'opinion internationale. Parce que c'est l'opinion qui dirige les décideurs. Donc, tant que l'opinion internationale se rend compte que réellement, en République du Congo, nous sommes victimes, je pense que c'est déjà le début de la solution. Et aujourd'hui, je lance un message à tous les Congolais éparpillés, tous les Congolais déplacés au niveau de l'Est. Je vous dis tout simplement que nous ne vous oublierons jamais. Et à ceux qui sont à l'Ouest, ne soyez pas distraits. Nous avons des frères qui souffrent à l'Est. Voilà ce que moi je peux dire en ce qui concerne l'appel que je pouvais lancer à mes frères de l'Est. Pour cette deuxième partie et mettre fin à cette émission, puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, Maître Loulou, allez-vous, n'est-ce pas, nous donner votre consentement, vos propos par rapport à l'analyse qu'a fait le chef de l'État récemment sur l'état de l'armée, décrivant une institution affaiblie et profondément désorganisée? Comment faut-il interpréter cette sortie dans le contexte actuel de la réforme des forces armées congolaises? Sous cette question, ces propos relèvent-ils d'un constat stratégique, d'un électrochoc politique ou d'une communication de crise? Encore mieux, en quoi cette déclaration vise-t-elle à provoquer une prise de conscience nationale sur l'état réel de l'armée congolaise? Quel impact ce type de discours peut-il avoir sur le moral des troupes et sur l'opinion publique, bien sûr, mais aussi comment concilier franchise présidentielle, respect et l'institution militaire et exigence de réforme? À votre avis, Maître Loulou Douli? Bon, c'est plusieurs questions à la fois, madame. Je ne sais pas si je vais répondre à quelle question. Une phrase, plusieurs questions. Bon, j'essaie de répondre. Vous savez, au monde, hein, nous ne sommes pas les premiers à être en guerre. Nous ne sommes pas non plus les premiers à vivre la guerre. Il y a d'autres pays qui vivent la guerre. Il y a d'autres conflits au monde. Je vous ai donné l'exemple de Palestine et l'Israël. Je vous ai dit qu'au niveau de la Russie aussi, il y a la guerre entre l'Ukraine. Presque partout, Thaïlande, partout il y a la guerre. Mais il faut seulement adopter le comportement des autres. Comment ils le font, comment ils arrivent à gérer leur guerre, qu'est-ce qu'ils font pour que cette guerre soit circonscrite, que cette guerre soit finie, que cette guerre soit... voilà, qu'on trouve des solutions. C'est ça la vraie préoccupation. Et aussi se poser la question, nous-mêmes, la République du Congo, n'avons-nous pas connu la guerre? Comment est-ce que nous avons fait pour que cette guerre finisse? C'est ce qui est important. Moi, madame, en ce qui concerne le discours du chef de l'État, je voudrais d'abord vous dire honnêtement, ce n'est pas le mot clochard qui me dérange. Je voudrais recadrer le mot et placer dans son vrai contexte s'il faudrait que le chef d'État soit libre de donner son avis en tant qu'humain aussi. Il aurait peut-être dû dire que l'armée était clochardisée. Ça, c'est la meilleure expression pour démontrer ce qui est vérité, ce qui est verdict, c'est une évidence. Mais dire que j'ai trouvé des clochards, ce n'est pas le clochard, l'homme, l'individu, ce n'est pas le soldat qui a opté pour être clochard, mais c'est la situation que le militaire, soit les soldats, subissent. C'est cette injustice, cette désorganisation qui ne sont pas propres à eux comme militaires, mais plutôt il y a des dirigeants. Vous avez le Conseil de défense, vous avez le Conseil supérieur de la défense, un organe technique. Vous avez le gouvernement, vous avez le commandant suprême, vous avez les ministres de la défense, qui en principe doit avoir une politique nationale de la défense. Quand on parle de cette politique nationale de la défense, il y a les devoirs, les droits, il y a aussi tout. Les militaires doivent bien être encadrés, doivent dormir dans des lieux où ils ne sont pas locataires.
et leurs enfants doivent aller à l'école. C'est ainsi on appelle ce qui gagnent les militaires sous forme de salaire comme des soldes. C'est-à-dire l'État fait tout pour lui, tout, alors tout, l'État paye tout pour lui. Alors il y a une petite partie qui reste et c'est ce qu'on doit remettre aux militaires, c'est ces soldes. C'est ainsi on appelle soldes. Alors si aujourd'hui c'est un chef d'État qui doit nous dire ça, je me pose la question, lui en tant que commandant suprême, décideur, au regard de l'article 69, le garant des bons fonctionnements des institutions, il n'a pas fait un jour au pouvoir, il a fait 7 ans. Donc, nous dire qu'ils étaient des clochards, oui, ils étaient des clochards. Moi, dans mes 7 ans, je les ai rendus des bailleurs, je les ai rendus des responsables et aujourd'hui, ouais, moi je pense que c'est mieux. Donc voilà, ce n'est pas le moment de décourager parce que quand vous nous poursuivez pour faux bruit, parce que nous sapons, semble-t-il, le moral des troupes au front, c'est aussi les mots qui viennent déranger. Ils étaient pour clochardiser. Ils étaient clochardisés, je peux comprendre. Mais je les ai trouvés des clochards, c'est pas normal. Et ensuite, il y a des discours. Moi, je connais un discours où il a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Alors, il faudrait d'abord commencer par s'excuser pour dire que je me suis trompé. Parce que apparemment, c'est comme si le chef d'État ne se trompe pas. C'est un humain, il peut se tromper. Dire d'abord que quand je suis arrivé au pouvoir, je me suis trompé. Quand j'avais déclaré, observé, par erreur, qu'ils étaient structurés. Mais je me suis rendu compte après qu'ils étaient des clochards. Ça, je peux comprendre. Pour finir, bien sûr, dites-nous, selon vous, vous êtes une personnalité juridique, vous incarnez également le patriotisme en tant que citoyen congolais. Le patriotisme peut-il consister aussi à reconnaître les faiblesses de l'armée pour mieux le reconstruire? Madame, je pense que cet exercice du patriotisme, je commence à vivre ça partout. Je commence à vivre ça partout. Il y a même certains qui sont qualifiés de traîtres. Écoutez, moi, je peux être traître si j'ai prêté serment pour servir l'État. L'article 74. Moi, président de la République, Doulimou Touloulou, et que j'ai trahi, ça, je pense que je pouvais être considéré comme un traître. Je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais même pas été candidat. Donc, quand il y a des gens qui taxent les autres comme des traîtres, je pense que c'est vraiment une erreur. Ou soit quand certains croient avoir le thermomètre pour mesurer les patriotismes, c'est encore une grosse erreur. Donc ici, il faudrait comprendre que quand quelqu'un critique, il a ses droits de critiquer. Et en critiquant, on peut aussi se tromper. C'est ça, raison pour laquelle on accorde que chacun ait une opinion propre. Donc, mais moi, nous constatons à l'identité du Congo, il faut toujours être derrière les chefs de l'État. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'en lieu et place de les conseiller, ils sont là en train de danser. C'est aussi qui fait, qui dérange un peu, ouais, qui n'aide pas les chefs de l'État. C'est ainsi que nous disons que son entourage n'aide pas, parce qu'ils préfèrent, n'est-ce pas, lui dire tout va bien. Mais dire que l'armée, ça va pas, je pense que c'est un droit à tout le monde. Mais du moins, il y a une petite différence entre un homme lambda, un citoyen lambda et un président de la République. Un citoyen lambda peut observer, peut constater, peut dire ce qu'il pense. Mais un président de la République, au-delà de ces constats qui doivent rester le sien, mais moi je pense que c'est aussi un décideur. C'est aussi un décideur. Donc, il est décideur. Le chef de l'État, il est décideur. Il doit jouer son rôle du décideur. Cesser de commencer à se comporter comme un observateur. Lui n'est pas un observateur, il n'est pas un analyste. Lui, il est décideur. C'est ça la différence entre lui et nous. Nous, nous observons, nous critiquons, nous analysons. Et lui, au-delà de nos analyses, il a aussi son opinion et il a le pouvoir de décider. Donc, qu'il décide, qu'il cesse de se plaindre, de nous justifier, de nous expliquer. Tout ce qu'il veut nous dire aujourd'hui en termes d'explication, nous savons déjà. C'est la raison pour laquelle nous l'avons élu, pour qu'il soit décideur. Voilà un peu. Merci beaucoup, Maître Loulou. Avant de se séparer, vous dira un mot au peuple congolais qui vous ont suivi en ce net moment.
Et quand même, bon fin d'année 2025 et heureuse début de l'année 2026 à vous pour vous précéder. En tout cas, je crois que c'est par votre mot de la fin que nous allons nous dire au revoir pour se retrouver dans un nouveau numéro très prochainement. Merci beaucoup, Maître Loulou, d'avoir été disponible pour échanger en ce moment. Ouais, merci beaucoup. Mon dernier mot, j'espère que tout va aller. J'espère que le Congo va retrouver sa paix. Il suffit qu'on se mette tous ensemble, qu'on se comprenne la possibilité de savoir que nous avons un seul Congo, un intérêt pour nous tous. C'est ce qui est important. Donc, moi, c'est à ce niveau-là que je voudrais peut-être placer mon dernier mot. C'est l'espoir de savoir que nous venons de loin. Nous sommes là, nous sommes un peuple. Ben voilà, nous sommes un peuple, nous allons vivre comme un peuple. Il suffit seulement qu'on reprenne l'espoir et puis qu'on fasse en sorte qu'on puisse se mettre autour d'une table pour trouver des solutions, qu'on recrée la confiance mutuelle. Merci et puis bon courage à tous.